Quand ma petite sœur, si paresseuse, a découvert ce que je gagnais réellement, elle ne m'a pas félicité. Au contraire, elle s'est présentée chez moi, accompagnée de nos parents, en martelant ma porte. Tu mènes la belle vie, toute seule, n'est-ce pas? Allez, donne-nous l'argent. Je suis restée silencieuse, puis j'ai sorti une enveloppe de ma poche. Mais, à l'intérieur, ce n'était pas de l'argent, c'était quelque chose qui les a tous les trois laissés sans voix. Les coups sourds contre ma porte d'entrée ont commencé à 7 heures du matin, un samedi. J'étais réveillé depuis 1 heure, mon café déjà à la main, observant la lumière de l'aube commencer à éclairer les murs de mon salon, à travers mes baies vitrées. La vue depuis mon penthouse du centre-ville de Chicago valait chaque centime investi, et des matins comme celui-ci me rappelaient pourquoi j'avais travaillé si dur pour en arriver là. Les coups ont repris, plus insistants cette fois. À travers le Judas, j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais, ma jeune sœur, Whitney, flanquée de nos parents, comme s'ils formaient une sorte de brigade d'intervention dysfonctionnelle. Le visage de maman affichait cette expression pincée de déception, qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Papa, lui, semblait mal à l'aise, ce qui signifiait qu'il avait été entraîné dans cette affaire contre son propre jugement. On sait que tu es là, Hazel. La voix de Whitney a traversé la porte renforcée. Ouvre tout de suite. J'ai pris une autre gorgée de mon café, en les laissant attendre. Le mug en céramique était chaud contre mes paumes, ce qui m'aidait à garder mon calme. Je me préparais à ce moment depuis que j'avais surpris Whitney, parlant au téléphone avec maman, il y a 3 jours. Le portier de mon immeuble, Louis, m'avait prévenu qu'une personne prétendant être ma sœur avait tenté d'obtenir des informations sur mon appartement. Il avait suivi le protocole et ne lui avait rien dit, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Posant mon café sur le comptoir en marbre, je me suis dirigé vers la porte, et je l'ai ouverte. Whitney m'a immédiatement bousculé pour entrer, ses yeux balayant mon appartement avec une envie à peine dissimulée. Elle portait un jogging et un sweat à capuche trop grand, qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Maman a suivi, les lèvres pressées en une ligne fine, tout en observant les meubles en cuir italien, les étagères sur mesure, et l'art abstrait que j'avais collectionné au fil des ans. Papa a fermé la marche, refermant la porte discrètement derrière lui. Bel endroit, a dit Whitney, mais il n'y avait absolument rien de flatteur dans son ton. Elle a ramassé un presse-papier en cristal sur ma console d'entrée, l'examinant comme si elle évaluait un inventaire. Ça a dû coûter une fortune. Bonjour à vous aussi, ai-je répondu calmement. Quelqu'un veut du café? Ne joue pas les hôtesses avec nous, Hazel, a lancé maman, sèchement. Nous ne sommes pas là pour une visite de courtoisie. Je le savais déjà. Le fait qu'ils se tiennent tous les trois dans mon salon, formant un front uni, me disait tout. Whitney avait découvert combien je gagnais, et maintenant, elle voulait sa part. Son sentiment de légitimité était presque impressionnant par son audace. Tu mènes la belle vie, toute seule, hein? La voix de Whitney dégoulinait d'accusations tandis qu'elle se déplaçait dans mon appartement, touchant à tout. Un grand penthouse luxueux, des meubles coûteux, un placard rempli de vêtements de créateurs. Pendant ce temps, certains d'entre nous luttent pour joindre les deux bouts. Ce récit de victime était prévisible. Whitney jouait ce rôle depuis notre adolescence. Tout ce qui allait mal dans sa vie était toujours la faute de quelqu'un d'autre, et c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre de le réparer. Elle avait abandonné l'université après un seul semestre, affirmant que les professeurs lui en voulaient. Elle avait été licenciée de 6 emplois en 3 ans, jurant à chaque fois que son patron était déraisonnable. Elle avait gâché 3 relations amoureuses, persuadée que chaque homme était le problème. Tu struggles parce que tu refuses de travailler, ai-je dit, en me versant calmement une nouvelle tasse de café. Comme personne d'autre n'avait accepté mon offre, je n'ai pas pris la peine de sortir d'autres tasses. Il y a une différence entre avoir des difficultés et choisir de ne pas faire d'efforts. Ce n'est pas juste. Whitney s'est retournée brusquement, le visage rouge. Tu ne sais pas ce que c'est pour moi. Certains d'entre nous n'ont pas eu tous les coups de chance que tu as eus. Coups de chance. Cette expression m'a frappé comme une gifle, mais j'ai gardé un visage neutre. Les coups de chance ne couvraient pas les semaines de 60 heures que j'avais travaillé en tant qu'analyste junior, survivant avec des dîners de distributeurs automatiques et 3 heures de sommeil. Les coups de chance n'expliquaient pas les nuits passées à apprendre seul le codage, pour rester compétitif dans mon domaine. Les coups de chance ne m'avaient pas rapporté mon MBA,
que j'avais payé moi-même, tout en travaillant à plein temps. Hazel, ta sœur a besoin d'aide. Maman a fait un pas en avant, les mains jointes devant elle, comme si elle prononçait un sermon. La famille prend soin de la famille. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Et voilà, le chantage affectif que j'attendais. Maman avait perfectionné cette manipulation particulière sur des décennies de pratique. Elle l'avait utilisée pour me convaincre de donner ma voiture à Whitney quand nous étions à l'université, parce que Whitney en avait plus besoin. Elle l'avait utilisée pour me faire payer la part de Whitney pour le cadeau d'anniversaire de papa l'année dernière, parce que Whitney traversait une période difficile. Elle l'avait utilisée de 100 façons différentes, et à chaque fois, j'avais cédé. Plus maintenant. Combien leur as-tu dit, ai-je demandé directement à Whitney, concernant mon salaire? Je veux dire, leur as-tu donné le chiffre exact, ou juste assez pour leur faire croire que je suis une sorte de millionnaire? Les yeux de Whitney ont vacillé, avec un éclair de culpabilité, avant de se durcir à nouveau. Je leur ai dit que tu gagnais assez pour partager, pour aider la famille qui en a besoin. Je gagne 280 000 $ par an, ai-je dit, en observant attentivement leur visage. Les yeux de maman se sont légèrement agrandis. L'expression de papa n'a pas changé, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. C'est le chiffre avant impôt. Après impôt, cotisation de retraite, assurance maladie, et toutes les autres déductions, je ramène à la maison environ 160 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent, a rétorqué Whitney. Plus qu'assez pour une seule personne. Tu as raison. C'est beaucoup d'argent. Je suis allé dans mon bureau, et je suis revenu avec un classeur en cuir. Laissez-moi vous montrer où il va. J'ai étalé les papiers sur ma table de salle à manger, dont l'acajou poli reflétait la lumière du matin. Relevé bancaire, portefeuille d'investissement, documents de prêt. Toute ma vie financière était mise à nu. Ce pantouse me coûte 4 500 $ de loyer par mois, ai-je commencé, en montrant le relevé correspondant. Cela fait 54 000 $ par an. Je paie également 900 $ par mois pour le parking, parce que se garer dans la rue au centre-ville de Chicago est impossible. C'est encore 10 800 $ par an. Whitney a ouvert la bouche pour m'interrompre, mais j'ai continué. Mes prêts étudiants de licence et mon MBA totalisent 600 $ par mois. Je les ai consolidés dans un plan de remboursement sur 15 ans pour garder les paiements mensuels gérables, tout en progressant. Je les paie depuis 8 ans, et je vais les payer encore pendant 7 ans. Cela fait 7 200 $ par an. J'ai sorti un autre relevé. Je maximise mes cotisations retraite chaque année, ce qui représente 23 000 $. Je mets également 6 000 $ dans un compte épargne retraite. Cela fait 29 000 $ d'épargne. Mais tu n'as pas besoin de tout ça, a commencé maman. J'envoie également 500 $ par mois à papa, ai-je poursuivi, mes yeux plongeant dans les siens. Cela fait 6 000 $ par an. Il pense que cela vient d'un ajustement de sa pension, mais c'est moi. Je le fais depuis 4 ans, parce que je sais que son revenu fixe ne suffit pas tout à fait pour couvrir ses médicaments et l'augmentation des impôts fonciers sur votre maison. Je sais que vous vous épuisez tous les deux à aider Whitney, alors je vous aide, discrètement. Le visage de papa est devenu blême. Maman ouvrait et fermait la bouche sans émettre un son. Mon assurance santé est de 300 $ par mois via mon employeur. L'assurance voiture est de 200 $. Je prévois un budget de 500 $ pour les courses, parce que je mange de la vraie nourriture, pas des nouilles instantanées ou des plats surgelés. Les factures d'eau et d'électricité me coûtent environ 250 $ par mois. J'ai un abonnement à la salle de sport, car ma santé physique est importante pour moi. Je vais chez le coiffeur toutes les 6 semaines. J'achète des vêtements professionnels pour le travail, parce que se présenter en jogging n'est pas une option dans mon domaine. J'ai sorti un autre document, froissé parce que je l'avais transporté dans mon sac. Je suis aussi bénévole comme tutrice en éducation financière au centre communautaire du Southside, ce qui ne me coûte rien d'autre que mon temps. Je donne 500 $ par an au fonds de bourse de mon université, parce que je me souviens de ce que c'était que de s'inquiéter pour les frais de scolarité. Et enfin, j'économise pour un apport pour une maison, parce que j'aimerais posséder un bien un jour, au lieu de rendre mon propriétaire plus riche. Le silence dans mon appartement était assourdissant. La colère confiante de Whitney s'était dégonflée pour laisser place à quelque chose de plus petit, de plus incertain. Mais je n'avais pas fini. Maintenant, parlons de la situation financière de Whitney, puisque nous avons cette discussion de famille.
J'ai sorti mon téléphone, en allant dans le dossier que j'avais préparé. Elle a été licenciée de 6 emplois en 3 ans. Le plus long qu'elle ait gardé a duré 7 mois. Elle vit actuellement dans un studio que maman et papa subventionnent à hauteur de $800 par mois. Cela représente $9600 par an qu'ils paient pour elle. Hazel, ça suffit, a dit papa doucement, mais j'ai continué. Elle a mis $100 de dette de carte de crédit provenant de ses achats en ligne. Sa voiture, que je lui ai donnée, a besoin de $1200 de réparation qu'elle ignore depuis 6 mois. Elle sort manger au restaurant 4 fois par semaine, tout en se plaignant de ne pas avoir les moyens d'acheter des courses. Elle possède des abonnements à 6 services de streaming différents, est membre d'un club de vin mensuel, et elle vient de poster sur Instagram la photo du billet de concert qu'elle a acheté pour le mois prochain. Comment sais-tu tout ça? La voix de Whitney était faible, maintenant sur la défensive. Parce que je fais attention, ai-je dit simplement. Parce que quand quelqu'un se plaint d'être en difficulté, tout en publiant simultanément ses sorties brunch et ses virées shopping, il n'est pas difficile de faire le calcul. Maman a retrouvé sa voix, bien qu'elle manque de sa conviction initiale. Cela ne change pas le fait que tu pourrais aider davantage. Tu as de l'argent en réserve. Ah bon? J'ai sorti un dernier document de l'enveloppe qui était dans ma poche. C'était celui que j'avais gardé en réserve, celui qui mettrait fin à cette conversation de manière permanente. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la façon d'aider la famille. J'ai d'abord tendu le papier à Whitney. Ses yeux l'ont parcouru, la confusion se lisant sur ses traits avant que la réalisation ne se fasse. Tout le sang a quitté son visage. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman, en tendant la main pour le prendre. Il y a 4 ans, ai-je dit, ma voix restant stable malgré la colère qui bouillonnait en moi, Whitney m'a appelé en larmes. Elle disait avoir commis une terrible erreur, s'être impliquée avec des gens malveillants, et devoir de l'argent qu'elle ne pouvait pas rembourser. Elle disait que si elle ne trouvait pas $8000 en 2 semaines, il lui arriverait quelque chose de grave. Le papier est passé dans les mains de maman. C'était une confirmation de virement bancaire daté d'il y a 4 ans. $8000, de mon compte vers celui de Whitney. J'économisais depuis 2 ans pour faire un voyage au Japon, ai-je continué. C'était censé être mes premières vraies vacances d'adulte, ma récompense pour tout ce travail acharné. J'avais réservé les vols, les hôtels, tout l'itinéraire était prévu. J'ai tout annulé, et j'ai donné l'argent à Whitney. Sans poser de questions, sans exiger de remboursement. J'ai juste aidé, parce que c'est ce que fait une famille. L'expression de papa était passée de la gêne à l'horreur, alors qu'il comprenait où je voulais en venir. Elle m'avait promis de me rembourser dès qu'elle le pourrait. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que sa sécurité était plus importante que l'argent. J'ai regardé directement Whitney, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Je n'ai jamais découvert qui étaient ces gens malveillants. Elle n'en a plus jamais parlé. Et 3 semaines après que je lui ai donné cet argent, elle a publié des photos d'un voyage à Miami avec ses amis. Un voyage qui, d'après les tags d'hôtel et les photos de restaurants, a coûté au moins $5000. Hazel, je peux expliquer, a commencé Whitney, mais j'ai levé la main. J'en ai d'autres, ai-je dit, en sortant d'autres documents de mon classeur. Il y a 2 ans, tu m'as appelé en pleurant parce que tu allais être expulsé, car tu avais 3 mois de retard de loyer. J'ai payé ton propriétaire directement, pour un montant de $4200. Tu m'avais dit que tu avais été malade et que tu ne pouvais pas travailler. J'ai appris plus tard que tu avais été licencié pour ne pas t'être présenté à tes gardes, parce que tu avais la gueule de bois. Un autre papier, une autre confirmation de virement. L'année dernière, tu avais besoin de $1500 pour des réparations de voitures urgentes qui ne pouvaient pas attendre. J'ai envoyé l'argent le jour même. Ta voiture était au garage pour une vidange et une rotation des pneus, ce qui a coûté $200. Où sont passés les $1300 restants, Whitney? Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction à la voir s'effondrer. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de tracer une limite. Et il y a 6 mois, ai-je continué, ma voix devenant plus douce maintenant parce que cette partie me faisait mal à moi aussi, tu m'as dit que tu retournais à l'école. Tu disais avoir enfin trouvé ta passion, que tu t'inscrivais à un programme de certification en ligne qui t'aiderait à commencer une vraie carrière. Tu avais besoin de $3000 pour les frais d'inscription et les livres. Je te les ai envoyés immédiatement,
tellement fier que tu fasses enfin des efforts pour construire ton avenir. J'ai ouvert l'Instagram de Whitney sur mon téléphone, tournant l'écran pour que maman et papa puissent voir. Il n'y avait aucun post sur des cours ou des révisions. À la place, il y avait un nouveau tatouage, un week-end à Nashville, de nouveaux meubles pour sa chambre, et des dizaines de photos de bars et de restaurants. Tu ne t'es jamais inscrite à aucun programme, ai-je dit doucement. Il n'y a eu aucune certification, aucun cours, aucune future carrière. Juste un autre mensonge pour soutirer de l'argent à ta stupide grande sœur, qui continuait de croire que tu changerais. Le visage de maman était passé de l'indignation vertueuse à la honte. Papa regardait Whitney comme s'il ne la reconnaissait plus. Au cours des 4 dernières années, ai-je dit, en revenant à mon classeur, j'ai donné $18 700 à Whitney. Cela n'inclut pas la voiture que je lui ai donnée, qui valait $12 000 à l'époque, ni l'ordinateur portable que je lui ai acheté pour ses études et qu'elle a revendu en ligne pour de l'argent liquide. Ni les innombrables dîners et séances de shopping que j'ai payés parce que je me sentais coupable de réussir pendant qu'elle galérait. J'ai aligné toutes les confirmations de virement sur la table, créant une trace écrite de trahison et de manipulation. Alors, quand vous venez à ma porte ce matin pour exiger que je partage ma richesse, exigeant que j'aide ma famille, vous devez comprendre une chose. J'aide depuis des années, et à chaque fois, l'aide n'a pas été utilisée pour ce que Whitney prétendait avoir besoin. Elle a financé un style de vie qu'elle refuse de gagner par elle-même. Je ne savais pas, a murmuré maman, sa main pressée contre sa bouche. Whitney, tu nous as dit qu'elle ne t'avait jamais aidé. Tu as dit qu'elle t'avait coupé les vivres, qu'elle avait tourné le dos à la famille. Parce qu'elle vous voulait de son côté, ai-je dit avant que Whitney ne puisse répondre. Elle voulait que vous croyiez que j'étais la personne égoïste, la sœur qui a oublié d'où elle venait. Elle voulait une armée pour mener ses batailles, parce qu'elle a passé toute sa vie d'adulte à fuir ses responsabilités. Papa s'est approché de la table, examinant les documents avec une attention scrupuleuse, celle qu'il réservait habituellement à ses projets de menuiserie. Il a ramassé chaque papier, lisant les dates et les montants, son visage devenant de plus en plus sombre à chaque nouvelle preuve. Il y a plus, ai-je dit, en sortant l'enveloppe que j'avais dans ma poche quand j'avais ouvert la porte. C'était la véritable raison pour laquelle j'étais si calme, si préparé. J'ai engagé un détective privé le mois dernier. Whitney a relevé la tête brusquement, la peur se lisant sur son visage. Tu as quoi? Après l'arnaque de la fausse école, j'ai réalisé que je ne savais pas réellement ce que tu faisais de ton temps. Comment quelqu'un sans emploi pouvait maintenir un style de vie aussi actif? Alors, j'ai payé quelqu'un pour le découvrir. J'ai tendu l'enveloppe à papa, parce que j'avais plus confiance en lui pour gérer cela que maman. Il l'a ouverte lentement, en sortant le rapport du détective. Son expression est passée de la surprise à la déception, pour finalement se fixer sur une forme de résignation. Whitney a mis en place une petite escroquerie à son échelle, ai-je expliqué pendant que papa lisait. Rien d'assez criminel pour être poursuivi en justice, mais assez malhonnête pour prouver un schéma répétitif. Elle raconte des histoires différentes à des gens différents, adaptant son approche en fonction de ce qu'elle pense pouvoir obtenir. Maman et papa ont droit à la version EGC tellement mais le monde est contre moi. Ses amis entendent parler de dépenses imprévues et d'urgence. Elle a même créé des collectes de fonds en ligne pour de fausses causes. Le rapport détaillait tout, des captures d'écran de pages de collecte de fonds pour des traitements médicaux dont elle n'avait pas besoin, des urgences vétérinaires pour des animaux qu'elle n'avait pas, des frais d'éducation pour des programmes où elle n'avait jamais mis les pieds. Mon détective a trouvé au moins 12 stratagèmes différents au cours des 2 dernières années, rapportant à Whitney environ $30 000 provenant de diverses sources. Elle n'est pas en difficulté, ai-je affirmé de façon catégorique. Elle a compris que jouer la victime est plus rentable que de travailler, et elle a utilisé la famille, notre amour et notre sens du devoir, comme sa principale source de revenus. Maman avait pris le rapport des mains de papa, le lisant avec des mains tremblantes. À chaque page, son visage devenait plus pâle. La fille qu'elle pensait connaître se révélait être quelqu'un d'autre. Le rapport du détective m'avait coûté $1 500, mais il valait chaque centime. 3 semaines de surveillance, une analyse numérique de ses comptes sociaux, des entretiens avec d'anciens employeurs et propriétaires. Ce qui en ressortait était le portrait d'une personne que je reconnaissais à peine, même si nous avions partagé la même chambre d'enfant. Il y a une section à la page 7, ai-je ajouté doucement, concernant son ancienne collègue du magasin.
celle dont elle prétendait qu'elle l'avait licenciée parce qu'elle avait refusé de travailler un jour où elle avait demandé un congé pour une urgence familiale. Papa a tourné la page, ses lunettes de lecture perchées sur le nez. J'ai vu son expression changer au fur et à mesure qu'il absorbait la vérité. Whitney avait été licenciée pour avoir volé dans la caisse, des petites sommes répétées sur plusieurs semaines. Le gérant lui avait laissé un choix, démissionner discrètement ou faire face à des poursuites. Elle a choisi la démission, puis a transformé cela en une nouvelle histoire de victimisation. J'ai parlé à 3 de ses anciens propriétaires, ai-je continué, ma voix restant ferme même si déterrer toutes ces preuves m'avait coûté émotionnellement aussi. Le schéma est constant. Elle emménage, paie le premier mois, peut-être le deuxième, puis s'arrête. Elle les fait attendre avec des promesses et des histoires tristes jusqu'à ce qu'ils lancent une procédure d'expulsion. Ensuite, elle trouve soudainement juste assez d'argent pour éviter le tribunal, généralement emprunté à une nouvelle personne. Whitney avait commencé à faire les 100 pas près de mes fenêtres, les bras croisés sur elle-même. Elle ne regardait aucun d'entre nous, son regard fixé sur l'horizon de la ville comme si elle pouvait échapper à cette conversation par la seule force de sa volonté. Un propriétaire a dit au détective que Whitney avait tenté de le poursuivre pour des conditions de vie insalubres, ai-je précisé. Elle affirmait qu'il y avait de la moisissure, des appareils cassés, des infestations de nuisibles. Elle espérait un accord financier pour que le problème disparaisse, mais le propriétaire avait des documents pour chaque demande de réparation, chaque inspection, chaque communication. Il n'y avait aucun dossier, juste une autre tentative d'escroquerie. « Arrête !» a crié Whitney, la voix brisée. « Arrête ça tout de suite. Tu as prouvé ce que tu voulais. » « Ah bon ?» Je me suis approché d'elle, tout en gardant une certaine distance. « Parce que j'ai passé des années à te chercher des excuses, à me dire que tu traversais juste une mauvaise passe, que tu finirais par t'en sortir, et que mon soutien serait l'élément qui t'aiderait enfin à remonter la pente. Je voulais tellement croire en toi que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. » Elle s'est enfin tournée pour me regarder, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de sincère dans son expression. De la honte, peut-être, ou du regret, mais cela a disparu rapidement, remplacé par cette dureté défensive familière. « Tu veux savoir ce qui est le pire ?» ai-je demandé, d'une voix plus douce maintenant. « Ce n'est pas l'argent. Je peux gagner plus d'argent. C'est la confiance. Tu as pris chaque once de foi que j'avais en toi et tu l'as brûlé pour du cash. Chaque fois que tu m'as appelé en pleurant, chaque fois que tu t'es présenté à ma porte, désespéré, je t'ai cru parce que tu es ma sœur, parce que je pensais que nous avions un lien qui comptait plus que l'argent. » Maman pleurait désormais, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle serrait le rapport du détective. Papa s'était déplacé à ses côtés, une main sur son épaule, ses propres yeux étrangement brillants. « Est-ce que tu te souviens de quand nous étions enfants ?» ai-je demandé à Whitney, les souvenirs revenant, sans y être invité. « Tu étais resté coincé dans cet arbre dans le jardin, le grand chêne. Tu étais monté trop haut et tu étais figé, trop terrifié pour redescendre. Je suis monté là-haut alors que j'avais une peur bleue du vide. Je t'ai guidé branche après branche, étape après étape, jusqu'à ce que nous soyons toutes les deux redescendues en sécurité. » La mâchoire de Whitney s'est crispée, mais elle n'a pas répondu. « Ou quand tu avais 16 ans et que ce petit ami t'a largué, celui que tu prenais pour l'homme de ta vie ? Tu as pleuré pendant 3 jours d'affilée. J'ai manqué mon propre bal de promo pour rester à la maison avec toi, à regarder des films horribles et à manger de la glace jusqu'à ce que tu puisses à nouveau rire. Ces souvenirs faisaient plus mal que je ne l'avais prévu. J'ai toujours été là pour toi, toujours, parce que c'est ce que font les sœurs. » Hazel a commencé maman, mais j'ai levé la main. « J'ai besoin de dire ceci, » lui ai-je dit, avant de me retourner vers Whitney. « À un moment donné, tu as compris que mon amour pour toi pouvait être utilisé comme une arme, que mon désir de t'aider pouvait être exploité, et tu as fait le choix conscient de faire exactement cela, encore et encore. Jusqu'à ce que t'aider devienne l'habitude la plus coûteuse que j'ai jamais eue. » L'appartement semblait soudain trop petit, malgré sa vaste superficie. Le poids de toutes ces révélations, de toutes ces trahisons documentées, pesait sur nous tous. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » ai-je dit en sortant un document que j'avais gardé séparé des autres. « Ceci est une impression de chaque SMS que tu m'as envoyé au cours des 4 dernières années. Chaque appel, chaque message vocal. Je les ai tous compilés et analysés. J'ai tendu l'épaisse pile à papa, parce que maman semblait trop fragile pour supporter d'autres preuves en ce moment. Remarquez le schéma.
Chaque communication suit la même formule. D'abord, il y a une crise. Ensuite, il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas la gérer seul. Puis, il y a un montant d'argent spécifique dont tu as besoin. Et enfin, il y a une promesse que c'est la dernière fois, et qu'après cela, tu vas t'en sortir. Papa parcourait les messages, ses lèvres bougeant légèrement pendant qu'il lisait. J'avais surligné les phrases clés en jaune, je promets que c'est tout. Je te rembourserai. J'ai juste besoin d'une dernière chance. Les choses vont changer. 47 fois, ai-je dit, la voix creuse. En 4 ans, tu m'as promis 47 fois que c'était la dernière fois que tu avais besoin d'aide, que tu repartais sur de nouvelles bases, que tu reprenais ta vie en main, prête à être indépendante. Étage 47 fois, c'était un mensonge. Whitney a finalement perdu toute contenance, se brisant comme du verre. Elle s'est effondrée sur l'une de mes chaises, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Mais je ne pouvais plus me permettre d'avoir de la peine pour elle. Cet instinct avait été trop souvent exploité. Il y a autre chose dans ce rapport, ai-je dit, m'adressant maintenant à mes parents. Une section sur les habitudes de consommation de Whitney. Le détective a documenté ses dépenses visibles à travers ses posts sur les réseaux sociaux, ses enregistrements dans des restaurants, ses tags de shopping et les archives publiques. Vous voulez savoir ce que montre le schéma? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, a commencé maman. Mais j'en avais fini de protéger Whitney des conséquences. La nourriture livrée, documentée via les tags de restaurants et les photos de reçus. Ces publications montrent une moyenne de 8 cents par mois. Ces virées shopping en ligne, elles montrent surtout des vêtements et de la déco intérieure à encore 600 $ minimum. Les bars et les boîtes de nuit, les photos de service à la bouteille, au moins 400 $. Et cela ne compte pas les achats plus importants comme les billets de concert, les week-ends, ou la fois où elle a posté la photo d'un sac à main de créateur à 1200 $. J'ai sorti mon téléphone, cherchant la capture d'écran que j'avais sauvegardée. Ce sac à main spécifiquement, ai-je dit en le montrant, posté sur Instagram avec la légende « Je me fais plaisir parce que je le mérite ». C'était 2 semaines après qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas payer sa facture d'électricité et qu'elle avait besoin de 300 $ pour ne pas rester dans le noir. Le visage de papa était passé de la déception à la colère, une transformation rare. Il était le pacificateur de notre famille, celui qui essayait toujours de comprendre tout le monde, mais même sa patience avait des limites. Le détective a estimé que si Whitney travaillait ne serait-ce qu'à temps partiel au salaire minimum, seulement 20 heures par semaine, elle gagnerait assez pour couvrir ses dépenses réelles nécessaires, ai-je continué. Son loyer, l'électricité, les courses de base, l'assurance voiture. Tout ce dont elle a réellement besoin pour survivre. Mais elle devrait supprimer les luxes, ai-je poursuivi, les restaurants, le shopping, les sorties. Elle devrait vivre comme quelqu'un qui gagne le salaire minimum, au lieu de vivre comme quelqu'un qui est secrètement subventionné par tout son entourage. J'ai essayé de travailler. Whitney a redressé la tête, son visage étant tout taché et rouge. Tu fais comme si je restais là à ne rien faire, mais j'ai postulé à des emplois. J'ai essayé. Tu as postulé à des emplois pour lesquels tu es surqualifié, puis tu as fait l'exprès de rater les entretiens, les jeux corrigés. Le détective a parlé à 2 responsables du recrutement qui t'ont reçu. Tu es arrivé en retard, vêtu de façon inappropriée, et tu as donné des réponses absurdes à des questions de base. Un gérant a dit, elle semblait activement désintéressée par le poste. Tu ne cherches pas de travail. Tu fais semblant, pour pouvoir dire aux gens que tu essaies. La vérité était dure, mais elle devait être dite. Des années de complaisance n'avaient fait qu'empirer les choses. Et les emplois que tu as obtenus, tu les as sabotés systématiquement, ai-je insisté. Congé maladie, retard constant, départ prématuré, conflit avec les collègues. Tu voulais te faire licencier pour pouvoir toucher le chômage et continuer ton récit de victime. Whitney s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur mon parquet. Tu sais quel est ton problème, Hazel, a-t-elle crié. Tu es si parfaite, tu réussis tout, tu es si bien organisée. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est que de lutter, d'avoir l'impression de se noyer pendant que tous les autres nagent sans effort. N'ose même pas, ai-je dit, ma voix étant assez tranchante pour couper. N'ose même pas essayer de dire que je suis incapable d'empathie. J'ai payé mes études en cumulant 3 jobs à temps partiel. J'ai mangé des nouilles instantanées et des céréales génériques pendant des années parce que c'était tout ce que je pouvais m'offrir.
J'ai porté les 5 mêmes tenues au travail pendant 2 ans parce que je remboursais mes dettes et que je bâtissais mon épargne. Je sais exactement à quoi ressemble la difficulté, et ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. La comparaison a semblé faire mouche, car la flamme de Whitney s'est de nouveau éteinte. Elle savait que j'avais raison. Nous sommes partis du même endroit, ai-je continué. La même famille de classe moyenne avec des ressources limitées. Mais nous avons choisi des chemins différents. Je fais une dépression, a dit Whitney soudainement, désespérément. J'ai de l'anxiété. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre dans ma tête, de gérer mes problèmes de santé mentale chaque jour. Est-ce que tu as vu un thérapeute, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Son silence l'a confirmé. J'ai proposé de payer pour une thérapie, lui ai-je rappelé. Il y a 2 ans, quand tu as dit que tu te sentais déprimé, j'ai cherché des options abordables, je t'ai envoyé des noms de thérapeutes avec des tarifs dégressifs, j'ai même proposé de couvrir moi-même le coût total des séances. Tu n'en as jamais appelé un seul. Ce n'est pas si facile, a-t-elle marmonné. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est pas facile. La thérapie est un travail difficile. Cela demande de l'assiduité, de l'honnêteté même quand ça fait mal, de faire des exercices entre les séances, de mettre en œuvre des stratégies inconfortables au début. C'est beaucoup plus dur que d'envoyer des SMS pour demander de l'argent, mais c'est la seule solution réelle à tes problèmes, contrairement au pansement que représente mon compte en banque. Maman avait suffisamment récupéré pour se joindre à la conversation. Whitney, ma chérie, si tu as des problèmes de santé mentale, nous pouvons t'aider à trouver des ressources. Une aide réelle, professionnelle. Je n'ai pas besoin d'un thérapeute, a grommelé Whitney. J'ai besoin que les gens arrêtent de me juger et qu'ils me soutiennent vraiment. Le soutien nécessite quelque chose à soutenir, a dit papa doucement. C'était sa première vraie contribution depuis plusieurs minutes. Une fondation, une structure, un effort. Nous ne pouvons pas te soutenir dans le néant. Ce n'est pas du soutien, c'est de la complaisance. Le mot est resté suspendu dans l'air, complaisance. C'était la première fois que l'un de mes parents l'utilisait à propos de Whitney. Et à voir son visage, elle avait aussi compris l'importance de ce mot. Whitney Marie Thompson, a dit papa, sa voix portant le poids d'une autorité qu'il utilisait rarement. Est-ce que tout cela est vrai? Les larmes de Whitney s'étaient arrêtées. Son visage avait pris une expression plus dure, plus calculatrice. Je reconnaissais ce regard parce que je l'avais déjà vu, généralement juste avant qu'elle ne change de stratégie. Tu n'avais aucun droit d'envahir ma vie privée de la sorte, m'a-t-elle dit. Engager quelqu'un pour m'espionner. C'est malsain, Hazel. C'est du contrôle et de la manipulation. La diversion était impressionnante. J'avais tout à fait le droit de me protéger, ai-je rétorqué. Tu étais activement en train de me détourner de l'argent. Tu m'as pris de l'argent sous de faux prétextes, à plusieurs reprises. Ce n'est pas de l'entraide familiale. C'est du vol déguisé en manipulation émotionnelle. Je ne t'ai jamais forcé à me donner quoi que ce soit, a lancé Whitney. Tu as proposé. Tu as envoyé l'argent de ton plein gré, sur la base de mensonges, ai-je répliqué. Chaque dollar a été obtenu par la tromperie. Tu as fabriqué des urgences, inventé des crises, et exploité l'affection que j'ai pour toi. Ce n'est pas de la générosité volontaire. Maman a posé le rapport sur la table, ses mains tremblant légèrement. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle demandé. À nous? Oh, ne joue pas les innocentes, a crié Whitney, son masque finissant par se briser complètement. Vous avez tous les deux encouragé ça. Papa avec ses discours, Whitney doit juste trouver sa voie. Maman avec ses excuses, certains mûrissent plus lentement. Vous m'avez laissé faire parce que c'était plus simple que de gérer mes crises de colère quand vous essayiez de me demander des comptes. Cette honnêteté était frappante par sa lucidité. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, exactement comment elle manipulait tout le monde. Et toi, a-t-elle ajouté en se tournant vers moi, les yeux flamboyants. Tu n'es pas une sainte. Tu m'as donné de l'argent parce que ça te faisait te sentir supérieure. Parce que tu pouvais arriver comme une sauveuse pour cette pauvre Whitney pathétique. Ça nourrissait ton ego autant que mon compte en banque. L'accusation a piqué, car il y avait un fond de vérité. Au début, aider Whitney m'avait fait plaisir. Cela validait ma réussite, prouvait que je n'avais pas oublié d'où je venais. Mais cela s'était gâté avec le temps,
quand j'avais réalisé que cette aide ne servait à rien. Elle ne faisait que nourrir les mêmes schémas destructeurs. Tu as raison, ai-je dit, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Au début, cela me faisait plaisir d'aider. Mais j'ai appris quelque chose d'important au cours des 4 dernières années. Aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même n'est pas de la gentillesse. C'est de la complicité dans son autodestruction. J'ai ramassé tous les documents, les rangeant dans mon classeur avec un soin délibéré. Tout était documenté, daté, prouvé. Les preuves des combines de Whitney aux côtés de ma propre histoire de complaisance. Voici ce qui va se passer, ai-je déclaré, ma voix étant calme mais ferme. J'en ai fini de te donner de l'argent, Whitney, pour quelque raison que ce soit, et en toutes circonstances. Si tu as une véritable urgence, tu peux appeler les secours ou demander de l'aide via des canaux officiels. Mais je ne serai plus jamais ton distributeur personnel. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres, a dit Whitney, sa détresse étant maintenant visible. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que font tous les autres adultes, ai-je répondu. Trouve un travail, paie tes factures, construis ta vie par tes propres efforts au lieu d'exploiter la sympathie des autres. Je me suis tourné vers mes parents, et vous deux, vous devez arrêter de payer son loyer. Elle a 31 ans. Si elle n'a pas les moyens de payer son appartement, elle doit en trouver un qu'elle peut s'offrir, ou retourner vivre chez vous. Maman a eu l'air horrifiée. Nous ne pouvons pas la jeter à la rue. Vous ne la jetez pas dehors, ai-je dit plus doucement. Vous établissez des limites qui auraient dû exister il y a 10 ans. Vous lui apprenez que les actes ont des conséquences, et que la famille n'est pas une ressource illimitée à exploiter. Papa était resté silencieux, assimilant tout cela. Il a ramassé l'une des confirmations de virement, celle d'il y a 4 ans pour $8 000. Le Japon, a-t-il dit doucement. Tu avais mentionné que tu économisais pour le Japon. J'ai hoché la tête. J'ai reporté ce voyage 3 fois parce qu'il y avait toujours un imprévu. Généralement, c'était Whitney qui avait besoin d'aide. Il a reposé le papier avec précaution, comme s'il était fragile. Tu devrais faire ce voyage. C'est ce que je compte faire, ai-je répondu. En fait, j'ai posé 2 semaines de congé. Dès le mois prochain, je pars pour Tokyo, Kyoto et Osaka. Je vais manger dans de petits restaurants de ramen, visiter des temples et me promener dans des jardins. Et je vais le faire sans culpabilité, sans que mon téléphone ne vibre pour des SMS d'urgence, sans me demander qui a besoin d'être sauvé cette fois-ci. C'est égoïste, a craché Whitney. Maman, papa, vous entendez ça? Elle va gaspiller de l'argent pour des vacances pendant que je lutte pour survivre. Mais le front uni s'était brisé. Maman et papa ont échangé un long regard, l'une de ces conversations silencieuses qui naissent de décennies de mariage. Quelle que soit la conclusion à laquelle ils sont arrivés, cela a changé quelque chose de fondamental dans la dynamique de la pièce. Whitney, a dit papa, la voix fatiguée. Tu dois quitter l'appartement de Hazel. Tu dois rentrer chez toi et réfléchir très sérieusement au choix que tu as fait. Quoi? Non. Vous êtes venu ici pour me soutenir, pour l'obliger à m'aider. La voix de Whitney montait vers l'hystérie. Vous ne pouvez pas prendre son parti. Nous ne prenons pas de parti, a dit maman, bien que sa voix tremble. Nous essayons de comprendre ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux, c'est que votre fille qui a réussi partage sa richesse avec sa famille, a lancé Whitney, en désignant mon appartement d'un geste large. Regardez cet endroit. Elle vit comme une millionnaire tout en faisant la leçon sur la responsabilité et les conséquences. Je vis selon mes moyens, les jeux corrigés. Je budgétise avec soin. Je fais des sacrifices financiers dans certains domaines pour m'offrir du luxe dans d'autres, et j'épargne pour mon avenir. Ce n'est pas la même chose que de vivre au-dessus de ses moyens et d'attendre que les autres comblent la différence. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée et je l'ai ouverte. Une invitation claire à partir. Je t'aime, Whitney. Je t'aime sincèrement, mais je ne peux plus continuer à m'immoler par le feu pour te tenir chaud. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Peut-être une thérapie, certainement des conseils financiers et un coaching de carrière. Et tu dois avoir envie de changer, ce qui signifie toucher le fond sans un filet de sécurité prêt à te rattraper. Whitney m'a fixé, la fureur et la blessure se disputant son visage. Tu vas vraiment m'abandonner? Ta propre sœur? Je ne t'abandonne pas, ai-je répondu.
Je te libère pour que tu vives ta propre vie et que tu fasses face à tes propres conséquences. Il y a une différence. J'ai gardé la main sur la porte, ma résolution ferme malgré la douleur dans ma poitrine. Quand tu seras prête à changer réellement, quand tu seras prête à fournir un vrai travail pour construire une vraie vie, je serai là pour te soutenir. Mais soutenir n'est pas la même chose que financer ton train de vie. Elle a attrapé son sac, me bousculant au passage avec assez de force pour me faire trébucher. Tu vas le regretter. La famille est censée rester soudée. Et quand tu auras besoin d'aide un jour, ne viens pas pleurer chez moi. La menace était vaine, et nous le savions tous. Whitney n'avait jamais aidé personne d'autre qu'elle-même. Mais j'ai laissé couler, la regardant s'élancer vers l'ascenseur sans répondre. Maman s'est attardée à la porte, ses yeux cherchant mon visage. « C'est ta sœur ?» a-t-elle dit doucement, une dernière tentative pour me faire culpabiliser. « Je sais qui elle est », ai-je répondu avec douceur. Mais le fait d'avoir un lien de parenté ne m'oblige pas à encourager un comportement destructeur. Vous et papa m'avez appris à travailler dur, à être honnête, à assumer mes choix. Vous m'avez enseigné ces valeurs. Appliquez-les à Whitney, elle aussi. Papa s'est arrêté en passant devant moi, pressant quelque chose dans ma main. « Je ne veux plus de ton argent », a-t-il chuchoté. « Les 5 cents par mois. Utilise-les pour ton voyage. Achète-toi quelque chose de beau. » Ma gorge s'est serrée. « Papa, tu as besoin d'eux. J'ai besoin que ma fille arrête de sacrifier ses rêves parce qu'elle se sent coupable de réussir, » m'a-t-il interrompu fermement. « Ta mère et moi trouverons une solution pour notre budget. Nous l'avons toujours fait. Mais tu as gagné chaque centime que tu gagnes, et tu mérites d'en profiter. » Il m'a embrassé le front, un geste qu'il n'avait plus fait depuis mon enfance, et a suivi maman vers l'ascenseur. Whitney était déjà à l'intérieur. Ses bras étaient croisés, son visage détourné. Les portes se sont refermées sur eux trois, et je me suis retrouvé seul à nouveau dans mon penthouse, avec le soleil du matin inondant les pièces. J'ai fermé et verrouillé ma porte, m'appuyant contre elle pendant que l'adrénaline quittait mon système. Mes mains tremblaient légèrement. Le café était devenu froid depuis longtemps dans mon mug. La confrontation que je redoutais depuis des semaines était terminée, et le résultat était meilleur que ce que j'espérais, mais plus douloureux que ce que j'avais anticipé. Marchant vers mes fenêtres, j'ai regardé l'horizon de Chicago. La ville s'étalait devant moi. Des millions de personnes vivant leur vie, menant leurs propres batailles, traçant leurs propres limites. Quelque part là-bas, Whitney était probablement déjà en train d'appeler des amis pour donner une nouvelle version des faits, me peignant comme la sœur cruelle et égoïste. L'histoire allait se propager, et je serais jugé par des gens qui ne connaîtraient pas toute la vérité. Mais j'avais fait ce qu'il fallait. Les preuves étaient littéralement étalées sur ma table de salle à manger, une trace écrite de mensonges et de manipulations qui parlaient d'elles-mêmes. Je m'étais protégé tout en offrant une voie de sortie à Whitney, si elle choisissait de la prendre. C'était tout ce que je pouvais faire. Mon téléphone a vibré, un SMS de papa. « Fier de toi, ma grande. » Ça a demandé du courage. Un autre de maman. « Je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. Je t'aime. » Rien de Whitney, mais je ne m'attendais à rien. Le changement, s'il venait, prendrait du temps. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être jamais. Mais c'était son chemin à parcourir, pas le mien à porter. J'ai pris mon ordinateur portable, ouvrant le dossier où je gardais mes recherches sur le voyage au Japon, les hôtels que j'avais marqués d'un signet, les restaurants que je voulais essayer, les jardins que je prévoyais de photographier. Pour la première fois en 4 ans, je me suis autorisé à croire sincèrement que je ferais ce voyage. Pas d'urgence de dernière minute, pas de crise soudaine nécessitant mon intervention financière immédiate. Juste moi, mon argent durement économisé, et la liberté qui découle du fait de se faire passer, enfin, en priorité. L'enveloppe de ma poche était posée sur le comptoir, vide désormais de son rapport de détective. Mais j'avais préparé un document supplémentaire que je ne leur avais pas montré, un document qui n'était que pour moi. C'était une lettre que je m'étais écrite à moi-même, il y a 3 jours, quand je savais que cette confrontation approchait. Je l'ai dépliée maintenant, lisant mes propres mots. Hazel, si tu lis ceci, sache que tu l'as fait. Tu as tenu bon. Tu as dit la vérité. Tu as refusé de te laisser manipuler plus longtemps. Souviens-toi de ce sentiment de soulagement mélangé à de la tristesse.
C'est à cela que ressemblent des limites saines. Elles ne sont pas faciles et elles font mal parfois, mais elles sont nécessaires. Tu n'es pas responsable de la résolution des problèmes des autres. Tu n'es pas obligé de sacrifier ton bonheur pour le confort de quelqu'un d'autre. Tu as fait ce qu'il fallait. Sois fier de toi. J'étais fier. Épuisé, vidé émotionnellement, et redoutant déjà les retombées familiales qui allaient se faire sentir au cours des prochains mois, mais fier. Mon café était devenu complètement froid, alors je l'ai jeté et je m'en suis préparé une nouvelle tasse. Le rituel était apaisant, ces gestes familiers me ramenaient dans le présent. La vapeur s'élevait du mug tandis que je retournais vers les fenêtres, regardant la ville s'éveiller sous mes pieds. C'était ma vie, bâtie par mes choix, financée par mon travail, soutenue par ma discipline.